à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la politique, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. C'est Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, qui me fait l'honneur d'être le 50e invité du podcast. Né d'une famille nombreuse du côté d'Issoudun, Gilles Averrousse termine ses études par une maîtrise de droit public à Orléans, et ce sera pendant son service militaire affecté au cœur des quartiers populaires de Châteauroux que Gilles Averrousse touchera du doigt ce qu'est une politique municipale. Après une expérience de conseiller municipal à 22 ans, dans une petite commune du nord de l'Indre, les postes s'enchaînent. Maire du village de Fontenay, directeur de cabinet du maire à Châteauroux, avant de se lancer dans un combat politique assez dur en 2014 afin d'être élu maire de Châteauroux et réélu assez largement en 2020. Ce qui m'a intéressé dans notre conversation, c'est de comprendre comment on faisait travailler ensemble des gens très différents, comment on gardait le souci du détail malgré une administration et des équipes importantes, ou comment on partageait l'information en interne et en externe. On a parlé de la création de Châteauroux Métropole, de la valeur de l'argent public, de projets municipaux ou de défis personnels, mais on a évoqué également Jean-Louis Borloo, Jean-François Maillet, les réseaux sociaux, la Vallée Verte, la course à pied ou Boudabar. Voilà, je vous embarque à la découverte de Gilles Averrousse, un meneur de projet qui est devenu un meneur d'équipe. Goodberry, c'est parti. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de me recevoir à la mairie. C'est un plaisir. J'ai une première question. Est-ce que ton bureau te ressemble ? Alors, mon bureau me ressemble dans l'idée, j'allais dire, dans le fait qu'il est assez sobre, mais c'est aussi la volonté de mes prédécesseurs. La gestion de cette mairie s'est toujours faite de manière assez modeste. Et Jean-François Maillet, mon prédécesseur, disait mais les investissements qu'on doit faire, ils sont pas dans la mairie. On est là pour servir les Castelroussins et on doit investir dans la ville. Et l'image du bureau du maire, c'est à l'image de la politique qu'on veut mener. Et donc, quand j'ai pris la suite de Jean-François Maillet, la seule modification du bureau que j'ai faite, c'est, il y en a deux, c'est la moquette qui était un peu vieillissante et une couleur marron qui est devenue bleue. Et puis les murs qui étaient verts plutôt foncés, qui sont devenus jaune clair. Voilà, pour donner un peu plus de clarté à ce bureau, mais j'ai gardé le même mobilier, c'est le même bureau. Le canapé a été changé parce qu'il y a un grand canapé qui était très usé, donc c'est un petit canapé maintenant. Et puis le reste du mobilier, c'est à l'identique de ce qu'avait Jean-François Maillet, qui lui-même avait repris ce qu'avait Jean-Yves Gâteau. D'accord, ok. C'est ton deuxième mandat ? C'est mon deuxième mandat à Châteauroux, oui, ici. Ce qui veut dire 2 victoires électorales ? Oui. Quelle est la plus significative pour toi ? La plus significative, évidemment, c'est la première. C'est celle de 2014, puisque la bataille avait été difficile à l'époque. Comme en 2020, on avait le même nombre de listes, mais avec une configuration différente. C'est-à-dire qu'il y avait 7 listes candidates en 2014 et en 2020. Mais en 2014, j'étais le successeur désigné par Jean-François Maillet. Mais l'équipe municipale sortante était divisée. Et c'était réparti en trois listes différentes avec des adjoints qui avaient décidé de faire leur propre liste. Et puis un entre-deux tours qui a été très particulier, qui était même assez violent politiquement, puisque les listes dissidentes de droite s'étaient associées aux candidats de gauche. Moi, j'ai voulu rester avec mon équipe au complet. J'ai pas voulu fusionner avec d'autres équipes. Et puis, on est encore 4 listes. C'est une quadrangulaire, ce qui est assez rare en France, mais on est quadrangulaire au deuxième tour. Et on gagne relativement largement, mais avec 49%. On n'attend pas exactement les 50%. Mais la deuxième liste est à 26, donc il y a une marche très, très importante entre les premiers et deuxièmes. Donc on est élu avec une légitimité quand même forte, mais avec un combat qui a été celui des convictions, du projet et d'une équipe menée de manière assez dynamique, et avec une forte volonté d'aller au bout et de pouvoir réaliser notre programme municipal. Quelle était la mesure emblématique du projet ? Au premier mandat, c'était de lancer les équipements phares qui manquaient un peu, notamment celui du centre aquatique. On devait faire face à des fermetures de bassins. Les militaires étaient partis du 517e régiment du train en 2012, et donc ils avaient, en partant, mis la clé sous la porte et donc fermé la piscine qu'ils avaient sur le site militaire, qui était utilisé par les communes environnantes. Et puis nous, à Belle-Île, on avait un bassin extérieur, le bassin du Rochat, à côté du camping, qui fuyait et qui avait été aussi fermé au cours des précédents mandats. Et donc on se retrouvait avec 2 bassins de moins
et une surdemande d'utilisation de la piscine à vagues de Belle-Île, avec une incapacité pour beaucoup de Castelroussins d'avoir des cours de natation. Ils faisaient la queue à partir du 5h du matin, le jour où on ouvrait les inscriptions sur les cours, et puis à 8h tout était bouclé et beaucoup de Castelroussins ne pouvaient pas apprendre à nager. Et donc il y avait cette urgence de construire cette nouvelle piscine dont beaucoup avaient parlé, mais dont le projet assez lourd avait jamais été mené à terme. Voilà. Et puis le deuxième des priorités, c'était de développer le campus universitaire, puisque un de nos soucis, c'est que nos jeunes ont tendance à partir à l'extérieur faire leurs études et on peine à les récupérer après. Et donc, c'est des difficultés en termes de population, de main-d'œuvre pour nos entreprises. Et donc, il y avait vraiment ces deux priorités de mener des équipements structurants comme le centre aquatique et de développer le centre universitaire. Tu te souviens du moment où tu as décidé d'être candidat ? Ah, c'était 2 ans avant 2014, c'était en 2012. Je m'en souviens bien parce que moi j'étais maire d'un petit village dans le département, dans le nord de l'Indre, à côté de Valençay, qui s'appelle Fonguenant. Je travaillais pour le maire de Châteauroux, pour Jean-François Maillet, j'étais son directeur de cabinet. Et un jour, il est venu me voir, sa majorité, donc les élus de la majorité, le pressaient de savoir s'il allait faire un 3e mandat ou pas. Il avait démarré sur le tard, lui a été élu en 2001 à 61 ans. Il avait donc... en 2012, 72 ans, et il fallait qu'il se projette sur 6 ans après 2014, donc sur 2020. À l'âge où il aurait eu 80 ans, et il a pris sa décision assez rapidement de dire non, je ne ferai pas un mandat supplémentaire. Mais aussi rapidement, il m'a dit, je pense que celui qui est le plus à même de mener l'équipe à l'avenir, c'est vous, et c'est pas quelqu'un de la municipalité sortante. Donc ce qui était quelque chose, pour moi, c'était... le fait de lui dire oui ou non, c'était quand même un engagement parce que j'étais maire de ce petit village auquel j'étais attaché, où je suis toujours attaché, mais ça m'obligeait à quelque part de laisser ce mandat de maire de Fonguenant et puis d'abandonner un peu mes habitants de là-bas. Donc c'était quand même une sorte de crève-cœur et une décision pas facile à prendre. Et puis il y avait aussi cette volonté de mener l'équipe à Châteauroux, équipe dont je savais qu'il y allait avoir des dissensions parce que des adjoints qui légitimement pouvaient espérer devenir maire avaient cette ambition et puis allaient certainement pas accepter que ce soit le directeur de cabinet qui mène l'équipe. Donc voilà, c'était le double challenge de dire est-ce que je laisse ma commune de Fonguenant et puis est-ce que je suis suffisamment armé pour mener une équipe et aller jusqu'à la victoire à Châteauroux. Et puis rapidement, j'ai dit que le challenge valait d'être relevé, j'avais envie de ça et donc j'ai dit oui. Et comment tu fais pour atténuer ces dissensions ? Eh bien, on organise à l'époque une espèce de primaire interne, c'est-à-dire qu'on réunit tous les élus de l'équipe sortante en disant voilà, qui est candidat, qui a envie de mener l'équipe, et on fait un vote. Et donc il y a 3 candidats. Je remporte cette primaire, mais en fait les 2 perdants décident malgré le fait qu'on avait organisé une primaire qui normalement devait amener à désigner un candidat unique, décident de quand même y aller en disant que la primaire n'était pas représentative de l'opinion des Castelroussins, que c'était aux Castelroussins qu'il fallait demander, pas aux membres de l'équipe. Donc ils respectent pas le jeu à l'époque là de se dire on désigne un candidat unique et puis ils mènent leur campagne séparément et jusqu'au résultat qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et toi, tu es originaire de Fonguenant alors moi, je suis né à Issoudun. En fait, je suis un Issol dunois, mais j'habitais un petit village à côté qui s'appelle Les Bordes, enfin où mes parents habitaient en fait, où moi je me suis élevé avec mes frères et sœurs. Et j'ai été élu aux Bordes dès que j'ai été en l'âge d'être candidat à une élection municipale. J'étais candidat à l'élection municipale des Bordes où j'ai été élu. Alors c'était dans les petites communes, il y a du panachage. Vous rayez les noms et c'est pas des listes complètes. Et donc la majorité à l'époque sortante, dont le maire se représentait pas, c'était un adjoint qui se représentait, avait eu 9 élus. Nous, on en a eu 6 sur un conseil municipal de 15 et on avait décidé de travailler en bonne intelligence les uns les autres et de pas se faire de guerre pendant un mandat de 6 ans. Et donc, ils nous avaient donné un mandat d'adjoint au maire. Et donc, j'étais adjoint au maire du village des Bordes. Ça, c'était entre 1995 et 2001. Et donc, tu avais quel âge ? J'avais 22 ans en 1995. Voilà. Donc, mon premier mandat, c'était à 22 ans. Oui. Ok. Comment tu qualifierais ta jeunesse, toi ? D'une jeunesse sage, curieuse, studieuse. Je suis d'une grande famille, en fait. On est 7 enfants. Je suis le plus jeune. J'ai 4 frères et 2 sœurs. Voilà, j'étais le dernier. J'étais à l'école publique de mon village. Ensuite, donc des Bordes. Après, j'aurais dû intégrer le collège public d'Issoudun, où tous mes frères et sœurs étaient passés. Bon, au moment de l'inscription,
à ma mère, on a fait comprendre ce serait bien si moi j'allais dans un autre établissement en fait. Et du coup, pourquoi parce que mes frères avaient été peut-être un peu turbulents quelquefois. Je sais qu'ils aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai. Et donc dans l'établissement, comme ils en avaient déjà eu 6 de la famille, le 7e, ils avaient dit que ce serait bien qu'il soit ailleurs. Voilà, donc j'ai été du coup en école privée à Issoudun. Mais où j'étais assez content parce que mon voisin de rue dans mon village, qui était vraiment mon copain de tous les jours, avec qui on jouait, on faisait les 400 coups, allait aussi dans l'école privée du coup. Donc ça m'a permis de ne pas être séparé de mon copain et de le suivre à Saint-Cyr, à Issoudun. Voilà. D'accord. Et après, les études? Et après, à Châteauroux, je fais un doc de droit au centre universitaire qui à l'époque était rue de la République, au centre Racine. Et à la fin de ce doc de droit qui dure 2 ans, je décide de m'orienter. Alors j'avais hésité, mais mes parents souhaitaient que je fasse des études de notariat. J'avais été plusieurs années faire des stages à Vierzon dans une étude notariale où je travaillais tout l'été. Et puis moi j'aimais bien la gestion publique, donc je décide plutôt de m'orienter vers le droit public. À Orléans, à l'époque, il y a une formation dans ce qu'on appelle un IUP, un institut universitaire professionnalisé, qui normalement débute après une première année d'enseignement supérieur, donc après Bac+1. Mais comme moi j'avais fait déjà un DUG à Châteauroux, j'ai un Bac+2. Donc il m'accepte dans la formation en me dispensant de la première année. Donc je rentre directement en deuxième année. Et donc je fais 2 années à Orléans, une licence et une maîtrise d'administration des collectivités territoriales. Et voilà, je sors de l'université avec un Bac+4. Je fais pas de ce qu'on appelle à l'époque des DESS ou des DEA. Je préfère aller travailler tout de suite. Et donc après je pars faire mon service militaire. Ouais. À l'époque, ça existait encore. J'étais dans les derniers. Alors moi, je suis affecté dans un dispositif un peu particulier. Je suis affecté au 517e régiment du train, donc à Châteauroux, mais dans un dispositif politique de la ville. C'est-à-dire que je fais mes classes pendant quelques semaines. Et après, on m'affecte à la politique des quartiers, dans le quartier Saint-Jean, où je passe 10 mois, enfin 9 mois et demi, en appui aux services municipaux de l'époque. Ce qui fait que c'est comme ça que j'ai découvert Châteauroux. Moi qui arrivais de la campagne, être affecté à Saint-Jean, j'avais une petite frayeur en fait au départ. Je trouvais que c'était un peu une punition, mais en fait non, ça m'a appris à découvrir cette population très diverse. Là on est mi des années 90, 93 quoi. Et donc j'apprends à découvrir les familles du quartier Saint-Jean, à accompagner les clubs sportifs lors des sorties. Je suis à la mairie annexe. À l'époque, il y a une mairie annexe dans le quartier Saint-Jean, dans une tour qui a été démolie depuis. Et voilà, j'ai à la fois la vision municipale des projets, et puis la vision des habitants, et la vision associative aussi, qui a toujours été très forte. C'est un quartier dont je tombe amoureux, en fait. Je me fais plein d'amis, voilà. Et je passe 10 mois extraordinaires. D'accord. Alors j'imagine que quand on est petit, on rêve pas forcément de droit public. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit? En fait, moi, je voulais faire des travaux publics, faire des chantiers. Ouais. Avec des pelleteuses? Ah ouais, c'est ça. Alors moi, j'étais passionné de ça. Et quand à la commune des Bordes, il y avait des chantiers de réfection de rue, et ben, j'allais passer mes journées assis au bord du chantier, à regarder les ouvriers travailler. Tu fais plus ça maintenant? Et maintenant, je le fais plus. Alors, les services vous diraient que je le fais un peu parce que je vais quasiment tous les jours faire un petit tour en voiture pour regarder les chantiers, voir comment ça avance et tout ça. Mais je reste plus assis au bord de la route à regarder les pelleteuses, les camions et les ouvriers travailler. Ouais, je suis passionné de travaux publics en fait. D'accord. Dans les années lycée, tu commences à avoir de l'ambition sur le monde politique? Alors, une ambition vraiment locale. Moi, et souvent, quand on me le dit, on me dit ah, mais il y a une ambition nationale et tout ça. Je dis non, la preuve, je suis pas candidat aux élections législatives ou sénatoriales. C'est pas aller siéger à Paris, peut-être un jour plus tard, mais encore, je suis pas sûr. Je suis pas fait, je pense, pour être enfermé ou faire des lois. Je suis plus pour être sur des actions de terrain, mener des projets et les réaliser concrètement. Mais j'ai une ambition de faire des choses, ouais. Et à l'époque, je me donne un peu les moyens, c'est-à-dire que je suis élu en 95 sur la commune des Bordes. Mais je rentre à côté de ça, la Jeune Chambre économique, qui est une association de jeunes citoyens entreprenants de 18 à 30 ans et qui a pour vocation d'apprendre à mener des projets pour la cité. Et du coup, c'est à la Jeune Chambre que j'apprends à conduire une opération, à faire un bilan d'une situation, à mener une équipe, à évaluer une opération, à la transmettre après. Voilà. Donc j'ai une ambition qui est vraiment plus locale. Après, je suis patriote aussi, je suis attaché à mon pays. J'ai envie que mon pays avance et tout ça. Mais c'est plutôt une ambition politique locale, vraiment. Alors, local, c'est pas forcément que municipal. Je me suis investi au département, je suis vice-président du département. J'ai siégé à la région dans ce qu'on appelle le Conseil économique et social, qui maintenant s'appelle Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Césaire parce que régional, quoi.
et pendant un mandat de 6 ans, enfin 7 ans, qui a été rallongé d'1 an. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler à l'échelon régional aussi. Ouais, ok. Et pour finir avec la scolarité, tes matières préférées, c'est quoi? Ah, c'est les maths. Ouais, j'aime bien les maths, moi, j'aime bien les chiffres. Je suis pas vraiment un littéraire, mais j'aime beaucoup les maths. J'étais pas bon en physique, chimie, tout ça, c'est compliqué, je peinais un peu à comprendre. Mais j'avais la chance d'avoir un bon professeur de français, Pascal Pauvrom, qui est maire de Sainte-Lizaine, d'ailleurs, qui est un élu local aussi, qui m'a sûrement donné aussi cette fibre de l'investissement local. Mais voilà, ouais, j'avais un bon prof de géo qui était passionnant, Jean-Michel Pavio pour pas le citer, mais ma matière préférée, ça reste les maths. Ok. Et outre ces professeurs, est-ce que tu as eu dans ta formation des mentors, des gens qui t'ont vraiment marqué? Alors, au niveau national, il y a vraiment un élu qui m'a marqué, qui est Jean-Louis Borloo, dont j'avais suivi un peu son travail en tant que maire de Valenciennes et la manière dont il avait transformé Valenciennes, hein, ville du Nord ouvrière, très affectée par la désindustrialisation du pays. Et il avait su un peu inverser la tendance, bien équiper cette ville, y mettre le tramway, avoir des réussites économiques en termes de réindustrialisation forte, hein, on l'a vu avec Toyota. Et donc ça a été vraiment un mentor pour moi. Et après, il a été à la politique de la ville, ministre de la politique de la ville. Et quand le jeune qui avait fait son service national à Saint-Jean, qui avait vu les difficultés de ces ensembles, ces grands ensembles avec beaucoup de populations d'origines très diverses, eh bien, je trouvais que prendre ce chantier en main à l'échelle nationale de la restructuration des quartiers et de l'intégration des populations, c'était vraiment un beau challenge. Et aujourd'hui, c'est un challenge qui est encore en cours, hein, et c'est vraiment Jean-Louis Borloo qui a tracé la voie de ses successeurs et des ministres qui ont pris la suite pour mener cette politique nationale ambitieuse. Dès que tu deviens maire, comment se passent les premières semaines? Les premières semaines sont chargées parce que c'est une équipe qui est renouvelée. Il y en a quelques-uns qui viennent de l'équipe de Jean-François Maillet que j'ai conservé, mais il y a beaucoup de nouveaux, des gens qui se connaissent pas. Et puis on a un programme municipal qui est dense, donc on a beaucoup d'actions à mettre en place. La priorité pour moi, c'est de faire que les services municipaux et les services de l'agglomération, parce qu'on a les deux collectivités à mener, fonctionnent main dans la main, mais aillent au-delà d'une coopération comme c'était par le passé. On avait vraiment deux collectivités indépendantes, très autonomes, avec des services indépendants qui se côtoyaient. Mon challenge à relever, c'est que très rapidement, sous 6 mois, en fait, les deux administrations soient fusionnées ensemble et qu'on n'en ait plus qu'une. Et que pour nos habitants, ce soit transparent. Qu'ils soient plus en train de se demander si la voirie au bord de laquelle ils habitent, elle est de compétence de l'agglomération ou de la compétence de la ville. Que pour eux, l'important, ça doit être d'avoir une réponse au problème qui est le leur. C'est un problème de circulation trop vite, de trous dans la chaussée, voilà. Et donc, rapidement, on passe sous le giron de Châteauroux Métropole. On crée un peu ce label, hein. Avant, on avait la communauté d'agglomération Castelroussine et la ville de Châteauroux. Et on fusionne les deux administrations pour arriver à une identité commune sous le visuel et sous la dénomination Châteauroux Métropole, avec derrière cette simple appellation, vraiment une structuration des services qui devient sous la direction d'une directrice à l'époque générale des services que je recrute, qui s'appelle Nadège Battista, qui a eu un parcours fulgurant parce qu'elle a vraiment pris son essor ici. C'est son premier poste de direction générale et depuis elle est devenue préfète à l'égalité des chances en Seine-et-Marne, après avoir été directrice générale des services de Saint-Étienne Métropole et puis après directrice générale adjointe de la métropole du Grand Paris. Vous voyez, tout ça en 8 ans, donc elle a eu vraiment un parcours fulgurant. Et donc c'est Nadège Battista qui est recruté pour fusionner les deux administrations et mettre la maison en ordre de marche pour rapidement que les actions qu'on a dans notre programme municipal se réalisent et qu'on voit un changement concret. On est dans une équipe plus jeune que l'équipe précédente, avec des moyens de communication plus modernes, notamment un apprentissage des réseaux sociaux qui fait qu'on communique rapidement à destination de la population pour leur expliquer ce qu'on fait, comment on le fait au fur et à mesure de ce qu'on fait pas, pourquoi on le fait pas, pourquoi on abandonne. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de structurer l'équipe municipale, mais elle a gagné l'élection et donc ça l'a soudé en fait, hein, de mener la campagne. Donc les élus, ils sont soudés. Il faut après le challenge très rapide, c'est de fusionner les deux administrations. Et quand on fusionne deux organisations, tu as des postes en double? Alors il y a des doublons dans les postes de direction. Donc il y a des directeurs qui évidemment
doivent trouver une nouvelle orientation professionnelle. Donc dans les mois qui ont suivi, on a des directeurs qui ont quitté la collectivité pour en rejoindre d'autres. Mais on a aussi une volonté à l'époque, parce on est sous la présidence de François Hollande. Il y a une volonté du gouvernement de réduire la dépense publique forte. Et l'État nous réduit nos dotations de près de 30%. Donc on se retrouve avec près quand on additionne la baisse de dotation de la ville et de l'agglomération, on perd 5 millions d'euros par an. Du jour au lendemain quasiment, et donc on est obligé de serrer un peu nos dépenses de fonctionnement et de réduire les postes, et on réduit nos effectifs de 100 personnes entre 2014 et 2020, alors que Jean-François Maillet, sur les 2 mandats qu'il a menés de 2001 à 2014, il avait déjà réduit de 150 personnes. Donc on se retrouve en 2020 avec près de 350 effectifs de moins par rapport aux effectifs du début des années 2000, avec tout autant de travail à faire. Voilà, donc forcément pour les agents qui restent, c'est des nouvelles organisations, et les tensions, elles sont plutôt là. Elles sont pas sur les postes de direction en doublon, elles sont sur le fait que les effectifs par service diminuent, et que du coup pour ceux qui restent, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu as appris de tous les postes que tu as occupés avant d'être maire qui t'ont servi dans ta fonction ? C'est la valeur de l'argent. Quand on est maire d'une commune rurale, d'un petit village de 250 habitants, on a un budget qui est très faible. Et donc la moindre dépense, elle est pesée, quoi. On se demande si elle est utile, si elle est bien nécessaire, si on peut pas faire autrement. Et puis on va regarder quel est le meilleur rapport qualité-service rendu de l'argent qui va être investi. Et donc ça m'est resté. Et j'ai eu des patrons par le passé. J'ai été directeur général de la communauté de communes de Valençay. Et donc j'avais un patron qui était le maire de Lucelmal à l'époque, qui était chef d'entreprise, une entreprise d'électricité, Jean Thibault, qui avait vraiment le souci de l'argent. Et donc on se posait toujours la question de la bonne utilisation des fonds publics. Au parti du principe, c'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuable, et qu'on peut pas se permettre de le gaspiller. Le risque dans une grosse collectivité comme Châteauroux ou comme Châteauroux Métropole, c'est que les budgets sont énormes. Entre la ville et l'agglomération, on est à près de 200 millions d'euros chaque année. Donc les sommes qu'on dépense, elles sont importantes, et on peut perdre la notion de l'argent. Surtout que dans la dépense publique, dans les travaux qu'on fait, c'est souvent beaucoup plus cher que ce que fait un particulier, en fait, pour plein de raisons. Et donc moi, l'avantage d'avoir été maire d'une commune rurale, c'est que je sais ce que vaut l'argent, et qu'avant de dépenser, on se pose la question de l'utilité quand même. Voilà. On évite de faire des choses qui soient des choses fastueuses et qui soient pas utiles dans la durée. Quand tu deviens maire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne quand tu arrives à Châteauroux ? La première chose qui m'étonne, c'est la confiance que me porte Jean-François Maillet. Parce que moi, je suis pas un des élus qu'il a choisi, donc je suis pas quelqu'un qu'il a repéré tôt, et je suis pas un de ses amis à la base, voilà. Et quand il me propose de conduire l'équipe municipale, on est très différents avec Jean-François Maillet. On a des qualités très différentes, on est très complémentaires, mais on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même parcours. On s'entend bien, je pense. On s'entend très bien d'ailleurs, je pense, parce qu'on est très différents. T'as un exemple de qualité différente ? Lui, c'est vraiment un chef d'entreprise. Il a toujours été dans le privé. Moi, j'ai toujours été dans le public. On n'est pas de la même génération. Moi, je suis la génération réseaux sociaux. Lui, puis il est plus la génération lien direct, coup de fil, voilà. Et puis, on n'a pas la même histoire de vie. Mais voilà, on se comprend. Je pense qu'on a une certaine admiration l'un pour l'autre, et on n'a pas de relation filiale, mais voilà, lui il a eu des filles, j'ai peut-être un peu le garçon qu'il n'a pas eu, et du coup la confiance qu'il me porte, c'est quelque chose qui me surprend, qui m'honore et qui me marque, et je lui suis redevable de ça, et je pense souvent à lui. Et il a eu aussi le chic de dire je te passe la main, mais moi j'avais proposé de rester dans l'équipe. Il dit non, quand on passe la main, il faut la passer totalement, et si je restais dans l'équipe, ça vous contraindrait à quelque part. Et je pense que c'est vrai. Si je l'avais dans l'équipe au quotidien, peut-être on n'aurait pas fait les choses de la même manière. Je pense beaucoup à lui, je pense beaucoup à ce qu'il aurait fait souvent dans des situations quand elles sont compliquées. Mais j'ai toute mon autonomie, et je lui suis reconnaissant de me l'avoir laissé complètement. Après, ce qui me marque et ce qui me surprend positivement, c'est le fait que les Castelroussins, qui sont des habitants du département de l'Indre et de la province du Berry, qui ont ce caractère des Berrichons, plutôt des gens modestes, réservés, pas fiers de leur territoire à l'origine, et qui vont pas en être forcément des grands ambassadeurs parce que ils en parlent peu et que souvent on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Et bien rapidement, après l'élection, parce qu'aussi on accueille des grands événements populaires comme l'élection de Miss France, comme le championnat du monde de voltige aérienne, et bien ils deviennent des ambassadeurs du département et deviennent fiers de leur ville. On lance une grande politique de rénovation du vieux Châteauroux, on refait les rues en pavé, on remet
en lumière des bâtiments dont on avait un peu oublié l'histoire. On remet en exergue aussi toute l'histoire napoléonienne qui avait été oubliée. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a impacté notre territoire, avec plein de lieux qui portent le nom de souvenirs napoléoniens. Et donc que les Castelroussins deviennent des ambassadeurs de Châteauroux, c'est vraiment pour moi une grande fierté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve même à l'échelle du département. L'arrivée des Jeux Olympiques, le fait qu'on soit retenu, on voit que les gens en deviennent fiers et maintenant n'hésitent pas à dire qu'ils sont de Châteauroux. Tu dirais que tu es devenu un meneur d'hommes ici ? On me reconnaît désormais ce talent d'être un chef d'équipe. En fait, d'arriver à faire travailler ensemble des gens très différents. Ces derniers jours, l'Aberration de Football m'a demandé de venir m'adresser aux joueurs pour avoir un discours de motivation par rapport à eux, par rapport à la saison qui s'ouvre. Et si c'est vraiment une qualité que j'ai et que je suis reconnu comme ça, tant mieux. C'était pas une qualité naturelle chez moi. Je suis plutôt un meneur de projet qu'un meneur d'équipe. Mais je pense que la réussite des projets qu'on a conduits fait que, effectivement, maintenant j'ai un peu cette image de pouvoir mener des équipes. Et à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, chez Républicain, on m'avait confié la présidence du comité des maires. Je pense que tant mieux. Mais je pense que c'est l'expérience, en fait, le retour du réalisé de ce qu'on fait ici à Châteauroux, dans le département de l'Indre, qui m'a donné cette image. Tes collaborateurs, ils t'appellent comment ? Le patron, le boss ? J'ai la chance d'avoir ici à Châteauroux un chauffeur. Le chauffeur m'appelle boss tout le temps. Ouais. Voilà, il m'envoie un message, il dit que ça commence par boss, ou le matin c'est bonjour boss. Les autres collaborateurs m'appellent monsieur le maire, même les plus proches, même mon directeur de cabinet m'appelle monsieur le maire. Voilà. Alors quand on est jeune au début, c'est bizarre quand on vous appelle monsieur déjà, et quand on vous appelle monsieur le maire, ça vous met un coup de vieux. Mais ouais, les Castelroussins sont assez respectueux, je trouve, et m'appellent, même les jeunes m'appellent monsieur le maire. Ou les plus jeunes, on va dire, peut-être les moins respectueux m'appellent le maire. Yo, le maire. Mais voilà, déjà, ils me tutoient pas et ils m'appellent pas par mon prénom, sauf ceux que je connais bien. Voilà, qui m'appellent par mon prénom. Ou ceux qui ont besoin de quelque chose et qui arrivent à la mairie en disant je connais bien Gilles. Le maire, c'est celui qui porte les projets, donc pas forcément celui qui est opérationnel. Comment tu suis, toi, les projets concrètement ? Alors concrètement, moi j'ai 12 adjoints au maire et puis après j'ai les vice-présidents à l'agglomération qui ont chacun un domaine de délégation, donc avec une grande autonomie. Je leur laisse beaucoup de liberté dans le fait de mener leurs projets et leurs équipes. Mais toutes les semaines, on a une réunion d'adjoints et de vice-présidents. Ensemble. Ouais, physiquement ou à distance, parce qu'on a beaucoup utilisé la visio et maintenant pour ceux qui ne peuvent pas être en physique, ils peuvent se connecter à distance. Mais voilà, une fois par semaine pendant 2 heures, on se réunit pour faire le point. Ils ont chacun la parole, on fait un tour de table en fait, pour dire quelle est leur actualité de la semaine et s'ils ont une difficulté et partager leurs informations. Et je crois que ça, c'est un des secrets de notre réussite, c'est qu'on a un partage de l'information qui est vraiment optimum. Et donc ça évite de passer à côté de choses importantes et puis de préoccupations de la population. Et puis une fois par mois, on a une réunion de majorité municipale. C'est-à-dire que pendant tout un matin, sur un ordre du jour bien précis, avec les services, on fait des arbitrages sur des sujets structurants et on acte les choses pour que les dossiers avancent. Et puis, une fois tous les 2 mois, on a une conférence des maires. Donc, je réunis tous les maires de l'agglomération avec les vice-présidents pour faire les arbitrages sur les sujets de l'agglomération pour que quand ça arrive en réunion de commission et en réunion, que ce soit le conseil municipal, le conseil communautaire, les choses aient déjà été bien discutées en amont et que généralement les discussions soient limitées à des sujets de forme ou plutôt à la discussion avec l'opposition, quoi. D'accord. Et que ce soit des petits ou des grands projets, est-ce qu'il y a un projet où tu es vraiment fier ? Alors je suis fier d'avoir réalisé le centre aquatique parce que c'était un peu l'Arlésienne et je suis surtout fier de l'avoir réalisé en centre-ville. Et de ne pas l'avoir fait en périphérie, c'était imaginé à la Margotière au départ. Et pour le voir fonctionner tous les jours et de voir les gens qui sont notamment entre midi et 2, sont des gens qui, pour une bonne partie d'entre eux, ne pourraient pas profiter de l'équipement s'il était à la Margotière, ce serait trop loin. Parce que c'est des gens qui ont des activités en centre-ville, qui peuvent se permettre de prendre 10 minutes de trajet pour y aller, rester 3/4 d'heure à la piscine et revenir reprendre leur activité. S'il avait fallu aller en périphérie, ça aurait été un peu plus difficile. Ouais, donc c'est un objectif social aussi. Ouais, c'est un objectif social parce que c'est un objectif de proximité. On peut y aller en vélo, on peut y aller à pied, on peut y aller en bus. Mais sur le côté social, il y a aussi le côté tarifaire. Et le prix à l'ouverture de Balzanéo, c'est à 5 centimes près le prix de la piscine à vagues de Belle-Île avant.
Quand on a mené le projet, on nous avait dit mais après ça sera pas accessible, ce sera trop cher, ce sera un centre aquatique tellement grand, tellement moderne, il va coûter tellement cher qu'on n'aura pas les moyens d'y rentrer. Et notre challenge, c'était de garder le même prix d'entrée à Balzaneo que ce qu'on avait à Belle-Île. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un projet où tu te dis a posteriori, tiens, on aurait peut-être dû le gérer autrement? J'ai un projet qui avance pas assez vite, où je désespère d'y arriver dans les temps, parce qu'en plus tous les projets sont longs, et avec le Covid, la crise sanitaire, on a perdu 2 ans. Avec l'inflation, aujourd'hui, on a des envolées de prix qui font qu'on va devoir faire moins avec autant d'argent, quoi. Ou alors il va falloir s'endetter un peu plus, mais c'est pas notre volonté. J'en ai 2. Le premier qui me tient vraiment à cœur, c'est le centre Racine, de pouvoir y faire la cité de la culture qu'on veut y faire, c'est-à-dire y mettre le conservatoire avec la partie danse, théâtre, musique, et l'école municipale des beaux-arts. Donc ça, c'est un projet financièrement assez lourd, mais je suis en train de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver. Ce sera certainement pas fini à la fin du mandat, mais ce sera bien lancé. Et le deuxième projet sur lequel on a pris du retard, c'est parce qu'on a tenté quelque chose. Je regrette pas qu'on l'ait tenté, mais on a tenté d'avoir une annexe de la Bibliothèque nationale de France, qui au final va atterrir à Amiens. Et donc, on voulait la positionner au bord de la gare, au bord des voies ferrées. Et du coup, ça a décalé le projet de passerelle qu'on veut reconstituer. Parce qu'on attendait de savoir si on était retenu sur ce projet national pour positionner différemment la passerelle. Mais voilà, donc une passerelle qui passe au-dessus des voies, c'est forcément un accord avec la SNCF sur les créneaux de travaux. Il faut que ça se prévoie 3 ou 4 ans à l'avance pour ralentir les trains, en fait, parce que vous allez être en chantier au-dessus de la voie ferrée, donc au-dessus des trains. Et donc on a perdu peut-être près de 3 ans là, sur ce chantier de passerelle. Et on va le mener aussi, mais voilà. Je pense qu'on aurait peut-être dû valider quand même l'opération et se dire tant pis si la BNF elle se fera, on aménagera la BNF autour de la passerelle. On a voulu dire on fera la passerelle autour de la BNF. Bon, c'est mon regret aujourd'hui. Ok. Tu communiques plutôt par mail avec tes équipes? Avec les équipes, on a une boucle WhatsApp. Ah ouais, en fait, okay, voilà, donc quand on a quelque chose à se dire d'urgent et à communiquer à tout le monde, c'est la boucle. Et puis ensuite, c'est des groupes de diffusion par mail sur les maires. Donc il y a un groupe maire et vice-président, il y a un groupe élu, il y a un groupe conseil municipal. Donc on diffuse les infos comme ça, effectivement, par l'intermédiaire des moyens de communication immédiats qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc ton téléphone est ton meilleur ami? Alors c'est mon meilleur ami et c'est mon meilleur ennemi parce qu'il me prend beaucoup de ma vie, en fait. Voilà, il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup trop d'heures. J'ai essayé pendant les vacances un peu de me désintoxiquer, mais c'est vraiment c'est vraiment, moi je suis addict du téléphone et c'est un peu embêtant pour mon environnement proche, en fait. Voilà. Et t'as un truc pour te désintoxiquer en vacances? Tu le caches? Non, en fait, il y a la plage qui n'était pas couverte, donc par obligation, ça portait pas sur la plage, voilà. Et après, je m'étais dit, j'ai essayé de pas l'écouter, de le mettre en mode avion un peu, mais en fait, j'y arrive pas. Je le rouvre rapidement, ouais. Puis j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose et que je sois pas au courant et que ce soit quelque chose de grave. Et c'est comme ça. Ouais. Quand je serai plus élu, il paraît que ça sonne beaucoup moins et qu'on a beaucoup moins de mails et tout ça. Et donc, on attend devant. C'est ça. J'avais une dernière question de management. En ce qui concerne le recrutement de tous les collaborateurs de la mairie, est-ce que tu les rencontres tous, toi? Alors, je participe pas au jury de recrutement. Ouais, je me doute. Ouais, je laisse en fait l'élu du service dont il a la délégation siéger à ma place dans le jury qui va recevoir. Et puis ça évite un peu les pressions aussi parce qu'il y a toujours plein de gens qui recommandent plein de gens. Voilà, donc moi je fais confiance à mes élus qui sont dans la commission de recrutement, dans le jury. Sauf évidemment pour un poste de direction. Si c'est le directeur général de la collectivité, je serai dans le jury parce que ça va être un de mes collaborateurs directs. Sur certains postes, on fait appel aussi à des cabinets de recrutement pour des postes spécialisés. Et après, on a ce qu'on appelle nous la journée des arrivants. C'est-à-dire que par promotion, on va dire, on fait ça maintenant tous les 2 mois. On reçoit tous les agents qui sont recrutés dans ces 2 derniers mois ensemble pour une espèce de matinée d'intégration où ils rencontrent les élus, on leur explique quelle est la vision politique, quel est le projet qu'on mène, quelles sont nos priorités en termes de chantier à mener. Et puis, il y a les services qui leur sont présentés pour qu'ils voient dans quelle maison ils sont. Ville, agglomération, CCAS, Centre communal d'action sociale aussi en même temps. Et ça leur permet de se découvrir. Et on a une sorte de promo de nouveaux arrivants, donc ça permet entre eux aussi. Ça évite la rencontre avec le maire indirect qui est toujours impressionnante pour la nouvelle recrue. Et puis ça leur permet de prendre conscience qu'ils sont dans une maison avec plein de services, plein de gens qui travaillent dans des secteurs très différents mais qui ont un même objectif qui est le service public. Il y a une chose qui a
tu l'as évoqué, qui a beaucoup changé dès que tu es devenu maire, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Même au début, je croyais qu'il y avait un community manager. Tu vois, je pensais que c'était quelqu'un qui répondait à ta place, mais non. Est-ce que tu penses que c'est au maire de répondre à chaque fois aux habitants ? Alors, on a plusieurs systèmes de communication auprès des habitants. On a notre système institutionnel, donc on a les réseaux sociaux de Châteauroux Métropole, qui sont gérés par le service communication, qui passent toutes nos informations institutionnelles, tous les événements qu'il va y avoir, les travaux, les choses comme ça. Et puis, à côté de ça, il y a mes réseaux personnels, donc sur Gilles Averrousse, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter principalement, où là, c'est moi qui les gère. Pourquoi je le fais en direct ? Parce que les politiques ont perdu la confiance des habitants. On le voit à chaque élection, hein. Il y a de moins en moins de participation, il y a de plus en plus d'abstention. Les politiques sont mal aimés, surtout les politiques nationaux, gouvernement, députés, sénateurs. Un peu moins les maires, où on a gardé encore une cote de popularité relativement forte, mais qui se dégrade malgré tout. Parce qu'on est censé être malhonnête, de ne pas faire ce qu'on dit. Et donc moi, j'utilise les réseaux sociaux pour aller à l'encontre de ça. Pour dire, voilà, c'est un moyen de communiquer en direct. C'est un moyen aussi de prendre le pouls. C'est-à-dire que les gens qui prendraient pas le temps de demander rendez-vous au maire, de venir en mairie pour leur dire quelles sont leurs préoccupations, eh bien, par les réseaux sociaux, ils vont pouvoir exprimer leur opinion sur telle action menée par la ville, leur demande dans tel quartier. Alors après, il faut prendre du recul, hein. On sait que sur les réseaux sociaux, vous pouvez être avec des gens qui s'expriment avec des pseudos, qui vont quelquefois pas être respectueux. Moi, j'ai une règle, hein, si les gens sont pas respectueux, s'ils s'adressent de manière grossière auprès d'autres internautes, auprès de moi, moi je les bloque, hein. Enfin, je les sors sur mes réseaux sociaux. À moi, je me permets. Enfin, la personne, elle s'exprime sur mon réseau social, je le gère, c'est ma page personnelle. Donc je garde les gens que je veux garder. Alors, j'en ai plusieurs dizaines de milliers, hein. Mais celui qui est pas respectueux, qui est insultant, je le sors. Les autres, ils peuvent exprimer une opinion contraire. Et je pense que c'est important que on garde ce lien avec la population parce qu'il s'est un peu distendu entre les habitants et le politique et qu'on a besoin de retrouver une certaine confiance. Et c'est en expliquant ce qu'on fait au quotidien ou ce qu'on fait pas qu'on retrouvera cette confiance. Moi, je suis persuadé de ça. Ah, mais ça peut être chronophage. Alors, c'est chronophage. Je pense qu'on peut le faire à l'échelle de la taille de Châteauroux. Peut-être si je serais dans une ville de plus de 100 000 habitants, ce serait pas possible. Ou alors, ça peut être les adjoints qui reprennent la main. Sauf qu'ils sont moins connus, c'est ça ? Alors, ils sont moins connus, mais le sujet, il est même pas là. C'est qu'en fait, l'adjoint, il a une vision très claire, très nette des sujets qu'il traite. Okay. Il a quelquefois pas la vision globale de la ville et de l'articulation. C'est pour ça que moi, je fais une réunion avec tous mes adjoints une fois par semaine. C'est pour leur faire prendre un peu d'auteur et les faire sortir du couloir dans lequel ils sont enfermés, parce que eux, tout est important dans ce qu'ils font, mais ce que les autres adjoints font, c'est aussi important. Donc quelquefois, il faut aussi montrer qu'il y a des interactions entre les uns et les autres, qu'on peut pas tout faire non plus, et qu'une réponse d'un adjoint, elle peut aller à l'encontre du besoin de l'autre adjoint. Donc il faut le maire, comme un directeur de cabinet, a la vision globale du fonctionnement de tous les services et à cette perception des interactions d'une décision sur un autre service et du fait que les choses ne sont pas quelquefois si simples qu'on peut l'imaginer au départ. Mmh. Est-ce que tu as des marottes, toi, quand tu viens au bureau ? Enfin, au bureau, en mairie en tout cas. Ouais, moi c'est la propreté de la ville, regarder un peu les déchets, l'éclairage public aussi, ce qui marche pas, ce qui s'éteint pas à la bonne heure, les fontaines. C'est un truc un peu anecdotique, mais sur la place de la Gambetta, il y a un miroir d'eau avec des jets d'eau. Moi, je suis toujours en train de regarder le matin. Il y a toujours un jet qui fonctionne pas à un endroit. Quelquefois, c'est même une rampe. C'est une série de jets complets. Donc ça, moi, j'ai le souci du détail, en fait. C'est quelque chose qu'on m'a appris quand j'étais à Saint-Maur, quand j'étais directeur général de la ville de Saint-Maur. C'est de regarder un peu tout ce qui est annexe. Et quand on refait une rue, c'est de regarder la situation des façades, du mobilier, peindre un mât, enfin voilà, c'est pas que refaire l'enrobé sur le trottoir ou sur la chaussée. Donc c'est vraiment d'avoir le souci du détail. Ouais. C'est assez agaçant pour les services qui me disent que souvent je repère des choses que eux voient pas parce qu'ils passent tous les jours à côté, ils font plus attention. Mais voilà, c'est un peu ma marotte. Ouais. Ouais. Et quand tu pars du bureau, est-ce que tu as des choses que tu fais toujours en partant ? Alors je pars avec mon bureau vide. Ah C'est-à-dire je ne pars pas tant qu'il reste des choses sur le bureau. Je veux pas arriver le matin
avec des dossiers de la veille qui sont pas terminés, ou si vraiment ça m'arrive, je fais un tas en fait. Je mets tout dans le même tas. Je veux pas que ce soit étalé sur le bureau. Je comprends pas les gens qui ont des bureaux avec des trucs partout là, avec des papiers partout. Je sais pas comment ils peuvent se retrouver là-dedans. Moi, faut que ce soit rangé, chaque chose à sa place. Il y a des piles. On m'amène des choses à faire, c'est posé à un endroit précis. Et quand c'est fait, moi, je les repose à un autre endroit précis. Et donc, les services savent que quand ils viennent dans mon bureau, à un endroit précis de mon bureau, c'est ce qui est pas traité. Et à l'autre, c'est ce qu'ils peuvent prendre et repartir avec. Voilà. D'accord. Il t'arrive d'amener des dossiers chez toi ? Ah ouais, ça, c'est systématiquement. Tous les soirs, je pars avec mon dossier du lendemain, dans lequel il y a tous mes rendez-vous du lendemain, où je vais les potasser le soir pour, quand je vais recevoir les gens, savoir un peu déjà de quoi il s'agit et avoir élagué, on va dire, les principaux problèmes et de pouvoir recontacter les services entre le soir où je suis parti le lendemain au moment du rendez-vous. S'il y a une interrogation, je pars toujours avec le dossier du lendemain, ça c'est sûr. Au minimum, plus des choses à lire. Et qu'est-ce qui te permet de t'évader un peu ? Alors c'est la course à pied. C'est le moment où je suis de fait pas dérangé parce que je vais pas répondre au téléphone en courant, ou quand je vais croiser les gens comme je cours, ils m'arrêtent pas. Ça m'est arrivé quelques fois, des gens qui me disent est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Je dis, ah non, là je cours. Voilà, parce que si je marche en ville, forcément je serais interpellé, c'est toujours gentiment, hein, mais donc je pourrais pas m'évader. Alors qu'en courant, j'essaie de courir assez longuement. Ça me permet de prendre du temps pour penser aux projets qui sont à venir, mais du coup de le faire sans être interrompu ni par le téléphone, ni par un mail à lire, ni par quelqu'un qui veut me parler. Voilà, puis c'est l'occasion pour moi de courir aussi avec des copains et de parler avec des copains. Puis ça me motive aussi, parce que c'est les copains qui me motivent, parce que comme ils viennent me chercher à la maison pour courir, je suis obligé d'être prêt pour courir quand ils arrivent. Et tu cours où ? En ville ? Ouais, on part de chez moi, j'habite en centre-ville, pas très loin de l'église Place Voltaire, là, l'église Saint-André. Et puis donc on part de là, on va à Belle-Île, et puis on revient souvent en passant par le comptoir des pharmaciens du centre, voire quelquefois on court jusqu'à Balzan et on revient par l'avenue François Mitterrand et puis le centre-ville. Oui, donc une heure quoi. Alors entre 50 minutes et une heure, ça dépend si on se rallonge un peu ou pas, ouais. Une dizaine de kilomètres. C'est ça, ouais, 10-11 kilomètres, ouais, quand on est sur une heure. Et puis quand là, pendant les vacances, c'est plutôt sur 14-15 km, donc plutôt 1h10, 1h15, 1h20, mais ça c'est pendant les vacances. Bientôt le semi-marathon. Et il y a les Kiden déjà, mais sinon il y a le semi de la Berrichon athlée, ouais, que je voudrais bien faire cette année. Ouais. Ok. Quel est ton meilleur souvenir en course à pied ? C'est mon premier marathon, mais je crois que c'est comme tout le monde quand on fait les marathons. C'est les marathons de Paris. Alors, je l'avais fait en 5 heures, hein, c'est pas du tout un temps, c'est pas du tout une performance, mais j'avais très bien géré la première moitié, je dirais le semi-marathon de départ, où j'avais bien couru, puis après j'ai bien marché tout le reste du temps. J'ai fait un semi-marathon en courant, un semi-marathon en marchant, j'exagère à peine. Et en passant sous la ligne d'arrivée, j'ai pleuré tellement j'étais content d'arriver. Ouais. Et c'est vraiment l'émotion en fait qui fait que vous pouvez pas retenir les larmes et vous passez sous l'arche d'arrivée avec les larmes aux yeux. Alors c'est pas le score encore une fois qui fait que vous êtes content de votre performance, mais c'est d'avoir fini. Et c'est pas compliqué de garder la ligne avec tous les déjeuners d'affaires ? Si, c'est super compliqué. Et ça c'est tout à l'heure on parlait de marotte, là j'ai une obsession en ce moment, c'est de reperdre du poids parce que cette année j'ai pris presque 6 kilos. Ça n'était jamais arrivé d'avoir pris autant de poids en si peu de temps. Et j'en ai reperdu 3 pendant les vacances là, il m'en reste encore 3, ça se voit encore, j'ai un peu une bouée là, qu'il faut que je reperde parce qu'on est tenté tout le temps par on fait beaucoup d'inaugurations, on est beaucoup invité par des associations à visiter leurs locaux, et à chaque fois très gentiment il y a un petit vin d'honneur ou un petit pot, un petit truc à grignoter, puis moi j'ai toujours faim, donc je mange toujours les trucs qu'on me tend, et voilà, j'ai bon appétit, je suis un bon convive à table, et voilà, il faut que je me limite forcément. Est-ce que tu as un film ou un livre à nous conseiller ? Alors le film qui m'a marqué dans mon enfance, c'était Femme. Alors on est en plein festival d'Arc là quand on enregistre ce podcast, mais c'est vrai que la danse c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Moi je suis très fier que Châteauroux soit la capitale de la danse pendant l'été au moins. Et tout à l'heure quand je disais que j'étais déçu qu'on soit pas encore en mesure de faire le centre Racine, c'est parce que je veux que ce centre culturel soit aussi fasse la part belle à la danse. Je pense que la danse c'est quelque chose de beau, que c'est fédérateur, c'est de l'effort physique.
Moi, je suis admiratif des jeunes là, qui sont stagiaires, qui enchaînent les danses tout au long des journées, qui rentrent crevés mais heureux chez soi. Je crois que ça crée vraiment aussi l'esprit d'équipe, la danse. Moi, je suis un très mauvais danseur, donc je suis souvent admiratif des choses que je ne sais pas faire. Donc, c'est vraiment ce film qui avait marqué mon enfance, qui était un film assez enjoué. Et puis après, sur les livres, c'est plutôt, alors là, je ne suis pas très original, mais c'est les livres écrits par Nicolas Sarkozy quand il raconte un peu son expérience de président de la République, parce que c'est quelqu'un qui a, je trouve, vraiment un talent, qui a un pouvoir charismatique très fort, quoi, qui a un talent d'emmener les foules, les équipes, et qui sait expliquer pourquoi. C'est lui qui dit, mais vous savez, quand vous faites un projet, c'est pas l'argent qui fait le projet. Souvent, les gens disent, ah mais moi je fais pas parce que ça va coûter trop cher. Et lui dit, c'est le projet qui fait l'argent. Si le projet est bon, vous allez convaincre les gens de vous soutenir, de vous le financer, de le réaliser avec vous. Et donc, il faut avoir une ambition, il faut avoir un projet, il faut mener le projet, et l'argent, les moyens suivront. Et c'est le même qui dit, dans ses livres, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est le résultat quand vous loupez quelque chose que vous avez tenté. Mais au moins, vous avez essayé de le faire. Et vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé de le faire. Et il dit, vaut mieux avoir des échecs qu'avoir des regrets. Et moi, c'est vraiment ma philosophie d'action au quotidien. Je m'inspire vraiment de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. C'est qu'il faut tenter les choses, il faut les faire. Vous allez peut-être les louper. Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire, il ne faut pas le faire parce qu'on a déjà essayé de le faire il y a 10 ans, ça n'a pas marché, tout ça. Mais la vie a changé, le contexte a changé. Donc, il faut retenter aujourd'hui de le faire. Et ce qui n'a pas marché il y a 10 ans, ça peut marcher aujourd'hui. Et ramener des choses. Enfin, voilà, moi là, on est sur un projet avec un porteur de projet privé qui est de redonner vie aux anciens bâtiments Seuron. Nous, on les a connus comme magasins de meubles, les plus anciens comme supermarché avant des frères Seuron. Mais historiquement, le bâtiment Seuron Meubles, là, c'était une imprimerie. Et donc, dans le projet, c'est un projet fou, mais on va remettre le bâtiment dans son jus. On va enlever tout ce qui était rajouté autour, l'agrandissement, les bardages métalliques, et on va remettre le bâtiment historique, comme on envoie une petite... Un beau bâtiment. Avec la tourelle, là, qui ressemble un peu au château de la Belle au Bois dormant, là. Enfin, voilà. Et donc, on va remettre ça dans son jus, et tous ceux à qui on parle de ça, ils nous êtes fous, enfin, ça va coûter une fortune. Mais on va y arriver, on va faire un truc magnifique, et les gens seront fiers de ça. Voilà. Et donc, c'est vraiment ces livres de Nicolas Sarkozy, quand il explique comment il a géré les affaires de la France, qui m'inspire beaucoup. D'accord. Et quand tu parles d'échec, est-ce que tu as eu, toi, un échec pro ou perso ? J'ai tendance à beaucoup oublier en fait mes échecs. Moi, je suis pas rancunier parce que j'oublie tous les moments un peu difficiles. Je fais de la place. Moi, j'ai pas une grande mémoire en fait, donc il faut que je fasse de la place en fait. Donc il faut que je dégage le truc. Non, j'ai un échec que j'ai toujours pas réglé, c'est que je sais pas nager en fait. Et j'aime bien aller dans l'eau. Mais après un moment, quand j'ai plus pied, j'ai peur, et ça, faut absolument que j'arrive à remonter ça. Donc ça, c'est un challenge que j'ai à relever, parce que c'est pour moi un échec. Alors vous allez dire, c'est un super centre aquatique, et moi, j'irai jamais dans la partie où j'ai pas pied. Hein. Je resterai là où j'ai pied. Et donc j'ai quelquefois des peurs comme ça. Et voilà, parce que j'ai déjà essayé de prendre des cours, mais je suis pas assez bon en fait. Enfin voilà. C'est la phobie de l'eau ? Même pas en fait, j'ai l'impression que c'est un truc bête, j'ai l'impression que je suis trop lourd de l'arrière et que je coule de l'arrière en fait. Que j'arrive pas à être à l'horizontale. Voilà, c'est ça. Donc il faut que j'arrive à relever ce défi qui pour moi aujourd'hui est un échec parce que je n'arrive pas à nager, qu'il faut que j'arrive à nager un jour, quoi. Et puis j'ai un deuxième aussi qui me pose vraiment des problèmes au quotidien, plus que la natation, parce que j'arrive à m'en passer de la natation, mais c'est la maîtrise de l'anglais. Je n'arrive pas à parler anglais convenablement, et j'ai essayé des méthodes mais j'arrive pas, et je suis feignant là-dessus, et il faudrait vraiment qu'on me booste et qu'on me foute un coup de pied au cul pour que j'apprenne l'anglais. Je crois qu'il faut que je parte en Angleterre. Comment faire mon Angleterre. Et c'est utile pour les jumelages, j'imagine ? Ouais. Alors, on a toujours des traducteurs, des gens adorables qui vous font les traductions. Mais je suis admiratif du président de la République, Emmanuel Macron, qui maîtrise un anglais parfait. Et là, je vais recevoir le maire de Fresno, qui est une ville avec laquelle on est jumelé depuis peu de temps. Et voilà, il va arriver, il va parler anglais, je vais être incapable de rien comprendre. On a Aberration Football avec les Saoudiens, on parle en anglais, j'ai toujours besoin d'un traducteur. C'est handicapant, c'est vraiment handicapant. Mais il faut absolument que je me dégage du temps pour faire ça. Oui. D'accord. Question musique, parce qu'on était en plein festival d'Arc. Ouais. Tu travailles en musique ? Alors, j'ai une enceinte dans mon bureau, effectivement, et je ne travaille en musique que le dimanche ou le samedi quand je suis là et qu'il n'y a personne d'autre.
Voilà. Mais le samedi, effectivement, j'ai la musique. Soit je regarde un peu les chaînes d'information, mais au bout d'un moment, ça tourne en boucle, donc ça m'agace. Et après, je mets 10 heures. Et puis mon flow sur 10 heures. Et c'est quoi? Alors, c'est assez varié, mais c'est plutôt des chansons françaises ou du Bouddha bar. Ouais, musique un peu électronique, très, très, très apaisante. J'adore la musique électronique. Et puis sinon, des chanteurs à texte, plutôt, qui racontent des histoires. J'adore Stromae, évidemment. Ouais. Je suis très, très touché par sa dernière chanson là, sur le suicide, là, qui est Sur l'enfer. ouais, l'enfer, voilà. Mais sinon, ouais, j'aime bien les chanteurs français. Moi, je chante très mal aussi. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes beaucoup? Alors, il y a toujours celle qui revient régulièrement, c'est que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, là, qui est un proverbe africain. Et ça, quand on est à la tête d'une équipe municipale, c'est sûr. Moi, je le dis souvent aux équipes ici, alors aux élus évidemment, mais surtout aux équipes administratives et techniques. C'est que nous, les élus, on peut avoir le meilleur projet. Hein. Si derrière ils sont pas là pour le faire, ou s'ils freinent pour pas le faire, on n'arrivera pas à réaliser notre projet municipal et ce sera un échec. Voilà, donc il faut qu'on arrive à emmener tout le monde. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est une maxime ou un proverbe qui se vérifie au quotidien. Ouais. C'est que si vous n'arrivez pas à convaincre l'équipe de travailler et d'être à vos côtés, vous n'y arriverez pas. Mais l'équipe, on arrive à la convaincre quand on a une vision. En fait, quand vous leur expliquez quel est votre objet, en fait, votre objectif, vers quoi on va, ça marche mieux. Souvent, quand ça marche pas, c'est parce qu'ils comprennent pas en fait le sens de ce qu'on fait. Ouais. Gilles, si on se projette dans 50 ans, tu seras certainement plus maire et moi je ferai plus de podcast. Ouais. Si un de tes successeurs voulait choisir un site qui porterait ton nom, ce serait quoi? Une rue, un parc, un bâtiment? Non, je crois qu'en fait, moi, j'en voudrais pas. En fait, mon prédécesseur, il dit la même chose, mais C'est vrai? ouais, moi, je crois que je serais gêné pour ça. Ouais. J'aime pas les cadeaux en fait. Moi, je suis toujours très embêté quand on me fait un cadeau. Je suis content de l'avoir, mais je suis toujours, je sais jamais comment je vais le rendre en fait. Ouais, de mettre une. Alors les gens qui le font toujours avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup de. Moi, je sais pas. Et quand on reçoit souvent des lettres de gens qui disent ah mais mon grand-père il mériterait d'avoir un nom, une rue. Moi, je dis quand on doit donner la nomination ou la dénomination d'une rue ou d'un équipement à quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait un lien fort entre les deux, quoi. Moi, je déteste qu'on dénomme quelque chose qui n'a rien à voir avec... historiquement, dans les quartiers, on mettait des noms de personnes, mais en fait, ils n'avaient rien à voir avec le quartier. Moi, maintenant, j'essaye que vraiment, il y a un lien avec le quartier, qu'il y ait une attache. Quand on dénomme un rond-point... qui est un symbole, enfin voilà, et que par rapport à l'environnement immédiat, on puisse expliquer pourquoi on a donné ce nom-là. T'as un exemple sur Châteauroux? Ouais, là on a fait Camille Muffat, par exemple, c'est le rond-point qui est devant Balzaneo. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc il y avait la sportive qu'on voulait mettre en avant, les valeurs défendues par le sport, sur un lieu où il y avait le centre aquatique à côté. Et désormais, toutes nos dénominations, elles sont comme ça. On fait attention à ce qu'il y a vraiment un lien entre le nom, quand c'est un nom de résistant ou de résistante, c'est sur un lieu de la ville où il y a eu un fait d'armes un peu pendant la résistance. Je suis vraiment attaché à ça. Et moi, donner mon nom, je trouve que c'est un peu présomptueux aujourd'hui. Je trouve que je vais faire des conneries après. Personne n'aura envie de donner mon nom à un équipement de la ville. Il a fait une horreur dans la ville. Ouais, non, je sais pas, je saurais pas répondre. Ok, Gilles, j'ai une dernière question. Quel est le lieu où tu te sens le mieux dans le Berry? Dans le Berry, alors moi j'aime beaucoup le château de Valençay, qui est évidemment le château emblématique. Je suis content de mes fonctions au département maintenant en charge du patrimoine parce que ça va permettre aussi peut-être d'investir un peu là-bas au château de Valençay. Il y a besoin de rénover pas mal de choses et qu'il y a des chantiers en cours très structurants. Et puis sinon c'est quand même sur la vallée de l'Indre. On a cette chance nous d'avoir la coulée verte, même si on l'exploite pas beaucoup parce que quand vous rentrez dans Châteauroux, que vous veniez de Bourges, de Tours, de Blois, vous voyez peu l'Indre. En fait, même si vous passez sur les ponts du Château Raoul, ils sont tellement hauts qu'on voit peu la rivière. Et on n'a pas l'impression que Châteauroux est une ville sur l'eau, alors que l'Indre traverse vraiment de part en part complètement la ville. Et on a cette chance de pouvoir s'y balader sur des lieux qui sont accessibles à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer pour y aller. C'est pas des parcs payants, c'est pas des choses à visiter qui seraient onéreuses. Vous y rencontrez, vous y croisez des gens de toute classe sociale,
Des gens riches, des gens pas riches, des gens qui vont venir pique-niquer là, il y en a qui vont venir pêcher, il y en a qui vont venir faire du vélo, il y en a qui ils vont aller utiliser l'équipement sportif, le street workout qui est à côté, d'autres qui iront faire de la voiture radio télécommandée. Quand vous partez de Belle-Île et que vous allez jusqu'à Saint-Maur, vous allez rencontrer plein d'activités. Et ça, c'est super intéressant. Vous allez avoir des lieux aménagés, puis des lieux plus sauvages sur la prairie Saint-Gildas. Vous allez voir des jeunes étudiants, vous allez voir les retraités qui sont dans les résidences Balzan au bord de l'Indre aussi, qui vont se croiser dans le parc. Enfin voilà, toute la vie de la ville, elle est résumée sur ce long de rivière là, de l'Indre, qui sillonne gentiment, gaiement, avec le calme, j'allais dire, et la modestie des habitants de ce territoire. Merci beaucoup Gilles. Merci. C'était passionnant. C'était un bon moment pour moi aussi. Bon, super. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Hello, j'espère que cette conversation inspirante vous a plu. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement reçus tout au long de ces 50 épisodes. Votre soutien et les téléchargements de plus en plus nombreux sont la clé pour mettre à l'honneur notre territoire. Alors que vous écoutiez le podcast en voiture, en bricolant ou en courant, soyez-en remerciés. Je voulais également mentionner The Place by CCI36 qui devient un sponsor de Goodberry. Leur bienveillance et leur intérêt m'ont beaucoup touché. Voilà, tout est dit, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une invitée que j'aime beaucoup et ça devrait swinger. À bientôt.